Donc, on va commencer simplement. Est-ce que vous pourrez commencer par vous présenter et nous expliquer un peu votre métier actuel? Oui, bien sûr. Je m'appelle Pauline Paquet. Donc, actuellement, je suis directrice d'opération dans un fonds de venture capital qui s'appelle Xange. Le fonds, en quelques mots, donc Xange, c'est un fonds de venture capital qui investit dans des entreprises en hypercroissance et qui font de l'innovation technologique. C'est un fonds qu'on dit early stage, ça veut dire qu'on investit au début de la vie de la société. On est un fonds généraliste, notre leitmotiv, c'est vraiment d'investir dans les vagues technologiques à mesure qu'elles arrivent et pour les rendre disponibles au plus grand nombre. Et on est présent en France et en Allemagne, mais on investit un peu partout en Europe. Moi, mon rôle chez Xange, j'ai rejoint la société il y a un peu moins de 6 ans pour monter l'équipe qui s'occupe de l'accompagnement des entreprises financées avec pour objectif de faciliter leur croissance et évidemment leur performance, puisque je rappelle qu'un fonds d'investissement, son business model, c'est de créer de la performance financière pour ses actionnaires. Et concernant votre quotidien, à quoi peut ressembler une journée avec un métier tel que le vôtre? Alors, aucune journée ne se ressemble parce que, alors d'une part, j'ai rejoint moi le fonds pour créer ça, mais aujourd'hui j'ai un scope un peu plus large puisque du coup j'ai effectivement cette partie accompagnement, une partie aussi sur l'ESG, tout ce qui est sustainability de la société de gestion en elle-même, la partie marketing, donc comment on est plus visible auprès des différentes communautés de notre écosystème, puisqu'un fonds d'investissement c'est vraiment à la croisée d'énormément de communautés, que ce soit les entrepreneurs dans les diverses verticales d'investissement qu'on a. Et chez Xange, en ce moment, on est très porté sur l'AI, le climat et la deep tech, par exemple. Les LPs, donc, qui sont les personnes qui investissent dans notre fonds. Donc c'est les personnes qui nous donnent de l'argent pour qu'on puisse investir. Donc, comment on alimente ces personnes-là? Tous les VC avec lesquels on travaille, puisque quand on investit dans une entreprise, généralement, on n'est pas le seul VC à bord. Plus, évidemment, comme dans chaque métier, les acteurs associatifs de l'écosystème et aussi les médias, par exemple, qui sont des communautés qu'on anime. Donc, ça pour le volet marketing. Et un dernier volet qui est plus ce qu'on appelle investment operation. Donc, l'investment operation, c'est comment on fluidifie le métier d'investisseur entre le moment où on fait rentrer une entreprise dans ce qu'on appelle notre deal flow, donc c'est-à-dire la base d'entrepreneurs dans laquelle on pourrait peut-être investir un jour, jusqu'à l'exit, donc le moment où on va vendre soit notre position particulière, soit l'ensemble de la société. Et donc, mon job, c'est de faire en sorte que ces process se fluidifient et soient les plus simples pour l'ensemble de l'équipe, puisque je ne l'ai pas précisé, mais on est une trentaine de personnes à travailler chez Xange. Donc, c'est concrètement, on répond à toutes les questions qu'ont les dirigeants qui sont liées à l'hypercroissance. On va y répondre grâce à l'ensemble des expertises et des expériences qu'on a pu consolider à travers les 250 entreprises qu'on a financées déjà. Mais aussi parce que on a du coup une autre verticale qui est la création de contenu. On crée énormément de contenus qui sont censés être des benchmarks sur beaucoup de sujets. Donc, l'idée étant de pouvoir réduire les courbes d'apprentissage de chaque entrepreneur qui rentre dans notre portefeuille. Quand on vient chez Xange, eh bien, tous les entrepreneurs et les C-level du portefeuille ont accès, par exemple, à un pool de talents, par exemple, qui peuvent rejoindre leurs équipes. Ils ont accès à des prix négociés sur des outils particuliers qui sont utiles à la croissance. Donc, c'est tous ces avantages qu'on organise. Et donc, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? Et en parallèle, qu'est-ce qui peut être considéré comme des gros défis dans ce métier? En fait, je pense que ce qui est hyper intéressant dans le VC, et sur ce poste en particulier, c'est que déjà, d'une part, c'est très très large. Moi, mon job, quand j'ai commencé chez Xange, c'est de savoir parler dirigeants, globalement. Donc, savoir parler dirigeants, ça veut dire savoir parler expansion internationale le matin, le midi, structuration d'équipe, l'après-midi, plan de BSPCE. En fait, c'est tous les sujets qui arrivent dans la banette du dirigeant. Par ailleurs, d'avoir en fait aussi une équipe d'investisseurs très très smart autour de nous qui eux vont plutôt aller plus en profondeur sur des sujets sectoriels et donc en fait ça nous apporte cette couche parce que le startup success, on va dire l'accompagnement des entreprises du portefeuille est plutôt fonctionnel. Les investisseurs nous apportent cette couche sectorielle.
Donc voilà, c'est très enrichissant. Et au-delà de ça, l'écosystème VC est aussi un écosystème où, je dirais, la fame appelle la fame, quoi. C'est-à-dire que il y a des tierings d'investisseurs, et plus vous êtes dans un tiering élevé, plus tout l'écosystème est de qualité, en fait. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez le podcast de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, mais j'aime beaucoup cette phrase qui est nous sommes la somme des personnes que nous côtoyons. Et ben dans le VC, c'est très très vrai. C'est que plus vous avez des personnes qualies autour de vous, plus ça va appeler la réussite, en fait. Alors, je pense qu'il y a un gros défi qui est, il faut jamais perdre de vue le business model du fonds. C'est-à-dire que surtout quand on fait de l'accompagnement, par exemple, des entreprises du portefeuille, on peut vite se dire, OK, je veux accompagner les boîtes et donc je vais faire ce qu'elles demandent. Donc c'est très vrai, enfin, on est là pour les aider dans leur challenge quotidien. Oui, mais le business model d'un fonds d'investissement, comme je le disais tout à l'heure, c'est la performance financière. Et donc, notre premier client, ce ne sont pas des entrepreneurs. Notre premier client, c'est nos LPs qui nous donnent de l'argent et auquel on doit rendre une performance financière. L'accompagnement est un sujet tellement large que on pourrait s'y perdre. Si vraiment on se dit, OK, je vais y aller en se disant que mon objectif, c'est de rendre de la perf au fond, alors on y va avec des sujets qui sont déjà un peu plus restreints. Et donc, c'est vraiment ça qui est important, c'est de ne pas se perdre finalement dans la multitude de sujets. Je vous donne un exemple très bête, c'est-à-dire que si demain, une boîte du portefeuille vient me voir en me disant est-ce que tu peux m'aider à cruncher tous les événements d'une verticale hyper spécialisée, etc. Enfin, et alors que, par exemple, c'est un travail qui ne peut pas bénéficier à l'ensemble du portefeuille et en plus qui est hyper micro, qu'un stagiaire aurait pu faire. Enfin, c'est pas là où on a de la valeur. Nous, l'objectif, c'est vraiment de mettre les forces du fonds à disposition des entreprises du portefeuille. Et les forces d'un fonds, c'est son network, son prisme performance et sa capacité justement à avoir un écosystème qualitatif autour de lui. Et qu'est-ce qui vous a mené dans ce monde de l'entrepreneuriat et de l'investissement dans des startups? Et alors moi j'ai commencé par être entrepreneur. En fait j'ai fait d'abord une école de communication je suis tombée dans l'entrepreneuriat parce que j'ai fait un stage chez TBWA Corporate, donc qui est une grosse agence de communication corporate, où j'étais très proche du dirigeant. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à voir la partie, je dirais, enfin pas entrepreneuriat, mais plutôt monter une boîte, enfin voilà, l'idée d'une boîte. Et donc à la fin de mon stage, il a proposé de m'embaucher, mais je lui ai dit, mais en fait moi ce que j'aimerais bien, c'est monter une boîte. Et j'en avais un peu marre de les agences tradies de communication qui disaient, voilà, vous me donnez un brief, on s'enferme pendant 3 semaines et paf, on vous revient avec la solution magique. Et à l'époque, sans avoir aucune validation marché, aucune, hein, c'était vraiment tout ce qui marchait dans leur méninge uniquement. Et donc, je me suis dit, il fallait lancer une agence de communication héroïste. Donc avec vraiment ce sujet d'aller chercher des métriques, etc. Alors c'était avant tout le mouvement gros hacking, tout ça qui maintenant est très galvaudé. Mais à l'époque c'était ça et donc j'ai monté avec mon associé une agence de communication pour les startups et au bout de 3 ans on a monté une plateforme de crowd-testing pour les produits innovants partant du principe que les premiers clients d'une startup c'était ses premiers utilisateurs. Et donc voilà. Et on s'est lamentablement rétamé 1 an après. Ça arrive à tout le monde et ça nous a appris beaucoup de choses. Je suis vite retournée dans un emploi, mais assez rapidement, parce que je ne sais pas si vous savez, mais si vous ne commencez pas à bosser, enfin si vous bossez pour votre propre boîte, du coup, vous n'avez pas le faux chômage, rien du tout. Donc voilà, après, j'ai repris un job en conseil assez rapidement. Je suis restée pas très longtemps, 1 an et demi, parce que moi, le conseil, je me suis vite rendu compte que les grosses boîtes, c'était moins mon truc. Voilà. Et donc, je suis retombée dans l'écosystème startup juste après, où j'ai rejoint Paris Co, où je travaillais au sein de l'équipe accélération et partenariat. Au bout de 3 ans, il y a le managing partner de Xange, Guillaume Meul, qui m'a appelé en me disant, bah, tiens, on va lancer chez Xange une partie support. Est-ce que ça t'intéresse? Et ça s'est fait comme ça. Merci beaucoup.
Est-ce que ce serait possible que vous développiez un petit peu sur les différents enjeux du Scale-up Success que vous avez résumé en quatre piliers, il me semble. Donc Business Expansion, CEO Leadership, Fundraising and Exits, et Team Structuration and Hiring, et aussi tout ce qui Mhm. est Sustainability. Ah, mais il y en a cinq en fait, désolé. Oui, alors sustainability, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en lien aussi avec le pilier ESG qu'on a. Alors, parce que en plus, et pour être tout à fait honnête, c'est plus nous qui poussons aux entreprises cet axe sustainability qu'une demande de leur part. Certaines sont très très engagées dès le départ, mais pour certaines, et je peux le comprendre, quand on lance une boîte, qu'on est trois dans un garage, bon voilà, la stratégie de gestion des déchets n'est pas forcément la priorité. En tant qu'investisseur, on a une voix assez, enfin, qui porte dans l'écosystème, donc on se doit vraiment d'être exemplaire là-dessus. Donc voilà. Mais donc pour revenir sur les quatre autres, leadership du dirigeant. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, nous on investit donc dans 3 ou voire 4 stades d'investissement, hein. Donc pré-seed, seed, série A, série B. Ça ne veut pas dire qu'on n'investit pas après, mais c'est juste qu'on n'est plus lead investor. Donc ce qu'on appelle lead investor, c'est vraiment vous avez généralement un syndicat d'investors qui va investir sur un tour de table. Et donc dans ce syndicat qui investit sur un tour de table, généralement, vous avez un lead investor et X follower investor. Et donc, dans ces tours-là, seed, pré-seed, seed, série A, série B, Xange est souvent, en tout cas la majorité du temps, lead investor. Voilà. Et donc, quand on est lead investor, on peut plus facilement pousser effectivement des initiatives auprès des entreprises du portefeuille. Du coup, notre accompagnement, il se focalise vraiment sur ces stades de maturité, donc pré-seed à série B. Et de pré-seed à série B, ça veut dire généralement que la boîte, elle passe de 0 à 200 employés. Et ça, généralement, ça se fait en 4 ans, voire 5 ans. Mais donc, vous imaginez qu'il y a un dirigeant qui passe de 0 à 200 employés en 5 ans, c'est un changement managérial et de posture qui est énorme. Nous, notre job, c'est vraiment d'une part de les prévenir de ça, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est très dur à vivre, et aussi de les accompagner là-dedans. Il faut savoir que quasiment 40% des fondateurs chez nous sont coachés, parce qu'en fait, juste n'importe quel humain sur Terre ne peut pas, voilà, du jour au lendemain, manager 200 personnes. Deuxième sujet, son business expansion, c'est comment on crée du revenu. Plus on va grandir, plus ça va être l'expansion internationale. Généralement, série A, on commence à aller voir les pays limitrophes, voire on commence à aller aux US. Et une dernière verticale, sous-verticale, qui est le M&A, qui est, surtout en ce moment, hein, le marché s'étant retourné, il y a beaucoup d'opportunités de M&A en ce moment. Le troisième, du coup, qui est HR, donc pour les mêmes raisons que 0-200 hein, de tout à l'heure, c'est-à-dire que une boîte qui passe de 0 à 200, elle a besoin de recruter énormément. Donc entre 0 et 200 personnes, il y a énormément de réglementations RH qui commencent à émerger dans les entreprises, hein, que ce soit le CSE par exemple, ou même juste mettre en place les process de recrutement. En fait, comment on met en place un process de recrutement, comment on gère les équipes, comment on incentive les gens. Et le dernier pilier, c'est effectivement finance, fundraising. Donc, c'est nous, par essence, une entreprise en hypercroissance, elle lève des fonds tous les 18 mois à peu près. Donc, à ce moment-là, c'est l'aider à préparer son deck, structurer ses KPI s'il y a besoin, les aider à s'entraîner à pitcher s'il y a besoin, et aussi lui faire des intros à des fonds late stage pour justement favoriser aussi cette levée de fonds future. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques métriques que vous allez regarder chez les startups que vous accompagnez? Oui, en fait, c'est assez classique, hein. Alors après, je dirais que par secteur d'activité, il y en a des différentes, mais globalement, celles qu'on regarde de manière hyper générale sur l'ensemble de nos boîtes, c'est effectivement le revenu, déjà la croissance du revenu, la partie d'ARR, donc la partie qui est récurrente hein, dans ce revenu. Il y a tout ce qui est le cash runway et le burn. Hein, donc le cash runway, c'est quel est l'argent qui reste en banque et combien de mois encore ils peuvent vivre. Le burn, c'est combien ils burnent chaque mois, évidemment. Il y a aussi la dette, évidemment. Après,
Il y a aussi pas mal d'autres KPIs qu'on regarde. Donc, typiquement, par exemple, la croissance du CA, le NRR, Net Retention, pardon, donc qui est par exemple l'analyse de ce qu'on appelle le churn. Donc, le churn, c'est aussi le pourcentage de clients qu'on perd, par exemple. Donc voilà, tous ces KPI-là sont assez importants. On a d'ailleurs dans le livre qu'on a publié en septembre, le Series A Blueprint, je ne sais pas si vous avez Oui. vu ça, mais donc il y a toute une petite, un petit glossaire de KPIs, si vous voulez. De façon, on va dire, plus spécifique à Xange, c'est un fonds qui dispose, comme vous l'avez dit, d'une expertise dans le domaine du digital et de l'impact. Ça va être quoi les problématiques du Startup Success qui vont être propres à ces secteurs? Alors, qui est propre au digital, enfin au software, on va dire de manière plus générale. Je trouve que c'est vraiment finalement la trajectoire de croissance. Hein, c'est très très rythmé et c'est très normé. On a vraiment par stade de croissance des choses qui reviennent de manière très très récurrente. Par exemple, au moment de la série A, généralement sur du software. Comme c'est un moment où, par exemple, on structure l'équipe sales et donc on va avoir beaucoup plus de clients d'un coup, généralement, dans les quelques mois après, on a un churn qui monte en flèche et donc on a un vrai sujet généralement à ce moment-là de structurer l'équipe de Customer Success et de pas perdre trop de clients, donc en fait de pas alimenter un panier percé. Sur l'impact en particulier, la vraie complexité, hein, c'est comment on allie performance et impact, parce que généralement, ce qu'on voit en tout cas, c'est que les entreprises vraiment à impact, et encore une fois, bon, la définition n'est pas super claire toujours, mais ont beaucoup plus de mal à faire de la performance exponentielle, parce que de manière générale, hein, impact, c'est une croissance raisonnée. Donc, elle est moins forte. Par contre, elle est souvent moins volatile avec les crises. Et pareil, le cycle de croissance va être un petit peu plus long. Et ça peut encore être aussi autre chose pour tout ce qui est deep tech, parce que la deep tech, par exemple, comme on a des cycles de R&D qui sont beaucoup plus longs, eh bien la phase, déjà le risque est beaucoup plus important hein, pour nous, parce qu'on investit vraiment là pour le coup sur des concepts qui ne sont pas encore prouvés ou alors qui ne sont pas encore du tout commercialisés. Et du coup, là, il y a un enjeu justement de comment on peut accompagner l'entreprise à maximiser ses chances, en tout cas, de passer en commercialisation. Et là, voilà, c'est un aspect beaucoup plus technique et beaucoup moins fonctionnel hein, de la boîte. Ça arrive beaucoup plus tard, par exemple. Merci beaucoup. Xange, c'est aussi un fonds qui est basé donc à la fois en France et en Allemagne, il me semble à Berlin et à Munich. Quelles vont être les conséquences en fait de cette dimension binationale sur votre activité? Les conséquences, déjà on a une part de notre fonds qui est réservée donc à l'Allemagne. Donc aujourd'hui on a à peu près une vingtaine % de notre portefeuille qui se trouve hors France. Alors même si l'équipe est en Allemagne, mais en réalité on a investi, on a déjà pas mal d'entreprises en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse. Et du coup en Allemagne. Et l'impact, c'est que déjà, c'est deux écosystèmes différents. Hein, donc, comment dire, la connaissance de l'écosystème est importante. Et surtout, Xange est beaucoup plus connu en France que l'est en Allemagne. Donc, il y a un vrai enjeu, en fait, d'animer l'écosystème de ces deux pays de manière à ce qu'on ait une notoriété qui soit égale dans ces deux pays. Il y a aussi juste la collaboration hein, interculturelle qui est effectivement toujours un challenge, peu importe dans quelle entreprise. Je dirais qu'il n'y a pas, ça nous impacte moins dans le sens où le VC est un milieu très très anglophone de base. Donc c'est-à-dire que voilà, on parle anglais la majorité du temps. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement quelques startups du portfolio de Xange? Eh ben, je vais en prendre une dans chaque verticale là, Super. qu'on adresse. Donc, par exemple, donc je vais vous parler de Glimmer. Glimmer, c'est une entreprise du portefeuille qui fait une AI qui analyse les radios pour déjà prédiagnostiquer les fractures. Et donc, c'est une entreprise qui se développe extrêmement bien, dans laquelle on a investi, alors qu'ils étaient, je pense, 5
5 ou 10 dans la boîte, qui maintenant fait plus d'une centaine de personnes, des millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est promis à une très bonne trajectoire. D'ailleurs, ça, je ne l'ai pas dit, mais on reste au capital en moyenne 10 ans hein, des entreprises, donc c'est assez long. Donc, c'est assez aussi sympa de voir la trajectoire. Animage, c'est une entreprise qui a développé une AI, mais pour faciliter le travail de création des dessins animés. Donc là où avant, pour créer des dessins animés, ça prenait énormément de temps et d'étapes à des dessinateurs. Ils ont développé une intelligence artificielle qui permet en fait sur la base de quelques dessins simuler vraiment en 3D un dessin animé. Et qu'est-ce que je pourrais vous prendre d'autre? Je peux vous prendre Greenly. C'est un outil pour réaliser tout ce qui est bilan carbone sur la base de l'analyse des émissions de CO2 des entreprises. Merci beaucoup. Et enfin, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement, peut-être à notre audience, les livres que vous avez rédigés, donc Series A and B Blueprint? Oui. Alors, les 2 livres ont le même objectif. À chaque fois, c'est préparer l'entrepreneur à lever le fameux round du livre, hein, donc série A et série B. Et donc, les 2 livres détaillent tous les impacts à tous les niveaux de la société. Donc, justement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, un leadership, business, RH, etc. Et donc, ça a vraiment pour volonté d'aiguiller le fondateur sur, OK, voici ce qui va se passer dans les 18 prochains mois. Sois-en déjà juste inconscient. Et aussi quelles sont les attentes des investisseurs. Mais voilà, on sait maintenant quelles sont les attentes, à quel stade. On sait quels sont les gros challenges. Et donc, ces livres ont vraiment pour objectif de les détailler et aussi de savoir les identifier. Par exemple, un exemple très, très récurrent, c'est que dans l'innovation, les startups, généralement, ont un taux de turnover dans leurs équipes qui est énorme. C'est entre 30 et 40%, donc ce qui est énorme. Hein. La moyenne française, c'est 7%, je crois. Et pourquoi? Parce qu'en fait, travailler dans une boîte de 10 personnes et de 60, c'est clairement pas la même chose. Et dans ces boîtes-là, cette migration-là, elle se passe en 1 ou 2 ans. Et donc, c'est normal que en fait, les gens qui étaient là à 10 personnes ne se reconnaissent plus dans les boîtes de 60, par exemple. Et souvent, en fait, l'entrepreneur, il se dit, voilà, je suis en train d'avoir énormément de turnover, c'est pas normal. Et en fait, juste de lui dire, en fait, non, c'est hyper normal. Le weak signal, ce que tu dois voir, c'est, non, tu as une croissance qui fait que ça peut être logique. Et si c'est pas juste un management qui est pas bon, enfin voilà. Et donc déjà, le rassurer aussi sur le fait que c'est normal, lui donner des clés pour l'identifier quand ça arrive, et surtout aussi des clés de solutions. Voilà, c'est vraiment l'objectif de ces 2 livres. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour vos réponses qui étaient toujours super détaillées et claires. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir. Mais de rien, de rien. Merci beaucoup. C'est vrai que c'était super enrichissant et je pense que ça pourra aider beaucoup d'étudiants qui veulent s'informer un peu sur ce domaine et ce secteur.